On est sur le toit d'un hôtel dans le 13e arrondissement, en compagnie de Léa, de l'association Apiculteurs, et qui va nous parler, nous montrer aussi la vie des abeilles à Paris. Bonjour Léa. Bonjour à tous. On va aller voir les abeilles et puis vous expliquer un peu ce qu'on fait dans l'association si vous voulez. Absolument. Allez, allons-y. Donc on est tous en combinaison aujourd'hui. Un peu comme des cosmonautes. Cosmonautes, ouais. Heureusement il fait beau. Ouais. Donc ici on est sur le toit de l'hôtel Ibis à Port d'Italie. Et il y a 4 ruches sur ce toit. Et donc nous, on est une association et grâce à ces ruches, on fait de la sensibilisation pour les citoyens, le grand public, sur l'importance des abeilles dans notre écosystème, pourquoi il faut les protéger, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger, et aussi faire comprendre aux gens comment fonctionne une ruche, comment fonctionnent les abeilles, comment on produit le miel, et puis un peu faire comprendre aux gens aussi qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques, il n'y a pas que les abeilles qui produisent le miel, qu'il faut aussi être raisonnable dans sa consommation de miel, voilà, plein de choses autour de la protection de l'environnement et puis de la protection des abeilles en général. C'est parti. C'est parti? Oui, alors, je te suis. On va se rapprocher un peu. Donc on est en combinaison parce que les abeilles elles sont un peu actives. Donc l'idée c'est pas de se mettre devant pour pas les déranger parce qu'elles vont là, elles sont en train de butiner. Donc aujourd'hui il fait chaud. Donc elles vont jusqu'à 3 km à la ronde. Une abeille pour aller chercher du nectar qui va ensuite servir à produire le miel. Donc elles vont aller chercher du nectar dans les fleurs et puis grâce à ce nectar, elles vont le stocker dans la ruche, elles vont l'assécher et elles vont le stocker et ensuite ça fera du miel et c'est leur réserve pour l'hiver. Donc il y a une partie avant de la ruche et une partie arrière. Exactement. Et une partie supérieure. C'est ce qu'on appelle la planche d'envol, ce qu'on voit ici. Là, c'est la planche d'envol des abeilles, donc c'est vraiment l'endroit où elles rentrent et elles sortent. Donc là, on les voit en train de sortir et en train de rentrer. Donc il y en a certaines qui vont rester à l'intérieur. Les plus jeunes abeilles, elles restent à l'intérieur. Et une fois qu'elles ont à peu près 15 jours, qu'elles sont âgées, parce qu'une abeille vit 45 jours. Donc, la vie de 45 jours entre la naissance et la mort. C'est ça. Donc aux alentours de 15-20 jours, elles vont devenir butineuses et donc elles vont sortir de la ruche. Mais la majorité des abeilles, elles restent dans la ruche. À cette époque-là de l'année, il y a à peu près 60 000 abeilles dans une ruche. Donc si on ouvrait aujourd'hui la ruche, on en verrait beaucoup. Donc là-dedans, tu nous dis il y a 60 000 abeilles. Oui, il y a 60 000 abeilles par ruche à peu près. Là, on en est 5. Il y a exactement 5 ruches. On a 300 000 abeilles juste rien que sur ce toit. Exactement. Impressionnant. C'est ça. Et du coup, donc, les abeilles, majoritairement, elles restent à l'intérieur pour faire leurs réserves. En fait, les abeilles, vraiment le travail de leur vie, c'est de faire des réserves de miel pour passer l'hiver. Alors, ouais, dis-moi. Non, je réponds à Thomas qui nous dit que d'abord, il faut enfumer. On utilise de la fumée quand on ouvre les ruches, oui, c'est ça? Alors, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on n'ouvrira pas des ruches? Non, on n'ouvrira pas les ruches. Moi, je ne suis pas apicultrice, donc c'est pas mon métier d'ouvrir les ruches. Donc aujourd'hui, je vous montre les ruches, mais on a des personnes spécialistes qui s'occupent de l'entretien de la ruche et qui vont voir si les abeilles vont bien. Et effectivement, quand on ouvre les ruches, on peut utiliser un peu de fumée. Alors ça, c'est une pratique qu'ont les apiculteurs. On fait brûler un peu d'herbe froide pour pouvoir calmer un peu les abeilles et éviter qu'elles s'envolent trop rapidement. Les tromper un peu parce qu'ils verront un peu moins bien. Exactement, c'est ça, ça les calme. Mais revenons à notre ruche. Donc, 60 000 abeilles dans une ruche. Une seule reine. Une seule reine. Ouais. Et après, la hiérarchie? Alors, il y a donc une reine qui est un peu la mère de toutes les abeilles, qui est vraiment la mère de toutes les abeilles. Et donc après, on va avoir des mâles qu'on appelle les faux bourdons. Donc il y a une proportion de 30%, 20%, 30% de mâles dans une ruche par rapport aux femelles. Et donc les mâles, ils servent à une seule chose, ils servent à féconder les autres reines. Donc pas celles de leur ruche, pas leur mère, mais d'autres reines pour faire grandir d'autres colonies. Donc on va avoir 20 à 30% de faux bourdons, les mâles des abeilles, et le reste qui iront ailleurs. Qui vont aller essayer de féconder une reine. Ils vont faire ce qu'on appelle, c'est pendant le vol nuptial de la reine, les bourdons vont aller chercher une autre reine pour la féconder. Et après, ils vont revenir. Mais donc, à un moment donné, il y a peut-être des reines qui naissent aussi. Oui, tout à fait. Une reine peut donner naissance à une autre reine. Alors, une reine, en fait, va pondre toute la journée.
donc le travail de la reine, elle est capable de pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc passionnant. C'est un gros travail. Donc elle va pondre des œufs toute la journée. Et les abeilles, c'est elles, donc nos travailleuses, nos butineuses, qui vont décider s'il faut une nouvelle reine. Et donc elles vont la nourrir plus, elles vont lui donner plus à manger avec ce qu'on appelle la gelée royale, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et donc elles vont nourrir, elles vont décider qu'elles ont besoin d'une nouvelle reine parce qu'elles trouvent que la reine est trop âgée ou qu'il faut qu'elle s'en aille. Et donc elles vont nourrir un œuf plus avec uniquement de la gelée royale, ce qui va faire grossir la larve de manière plus importante qu'une abeille normale, et donc ça fera une nouvelle reine. Donc comment dire, la typologie de l'abeille qui va naître dépend de la nourriture avec laquelle on la nourrit. Exactement. Il n'y a rien d'autre qui fait... Alors, le faux bourdon, c'est un œuf non fécondé, mais entre l'abeille et la reine, c'est la même chose, c'est exactement le même processus, c'est juste qu'elle sera plus nourrie. Donc, c'est un réglage qui s'est fait de façon automatique dans une ruche. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'on appelle la reine, mais qu'en fait, c'est vraiment les abeilles qui vont décider du fonctionnement de la ruche et de comment elles vont, si elles vont produire plus de miel, plus de nectar, plus de pollen. C'est vraiment les abeilles qui font un peu la règle dans la ruche et c'est pas la reine qui, elle, ne fait que pondre. En fait. D'accord. Donc, c'est une communauté. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour reprendre un peu les rôles, donc on parlait tout à l'heure de la reine, des faux bourdons, et après donc il y a les femelles abeilles qui sont la majorité. Donc on se disait qu'elles vivaient 45 jours. Sur ces 45 jours, elles vont avoir différents rôles en fonction de leur âge et du coup de leur évolution. Parce que plus elles vont grandir, plus elles vont développer des capacités, grâce à des glandes notamment, si on veut rentrer un peu dans les détails. Donc au début, vraiment à leur naissance, elles vont nettoyer leur nid. En fait, elles vont nettoyer les alvéoles pour que les alvéoles puissent être réutilisées. Donc ça, c'est le premier rôle. Elles vont être nettoyeuses. Et ensuite, elles vont être nourrisseuses. Donc elles vont, pendant une période de leur vie, elles vont nourrir les œufs les œufs qui auraient été pondus par la reine. Donc ça, c'est une deuxième étape de leur vie. On sent qu'on a plein de centres de Paris. Oui, c'est les pompiers ou la police. Ça les dérange pas trop, les abeilles. Et pourtant, on est au 10e étage. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bruyant, c'est bruyant. Ça va passer. Ouais. C'est bon, le périphérique parisien. Une abeille née, nettoie son alvéole, s'occupe de nourrir les œufs. C'est ça. Et après, au bout d'un certain temps, elle a ce qu'on appelle les glandes cirières qui se développent. C'est celles qui produisent la cire d'abeille. Et donc, grâce à ces glandes, elles vont pouvoir devenir bâtisseuses et donc construire les alvéoles qui vont servir de stockage, de lieux de couvains, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, vous savez, les petits octogones qu'on voit sur des cadres, c'est pas l'homme qui le crée, c'est les abeilles toutes seules qui font de rien, qui partent de rien et qui vont construire ces alvéoles. Et donc, où est-ce qu'ils poussent ce système de création de cire? Alors c'est des glandes, elles sont sur l'arrière. Voilà, elles sont sur l'arrière des abeilles, donc elles vont vraiment être au niveau de l'arrière de l'abdomen et elles vont récupérer cette cire avec leurs pattes et ensuite l'utiliser, la malaxer et construire les alvéoles. D'accord. C'est pour ça que quand on a dans ce genre d'abeilles, on enlève la cire pour qu'ils puissent produire d'autres, c'est ça? Alors, on enlève la cire. En fait, elles n'auraient pas besoin qu'on l'enlève. Non, bien sûr. Donc nous, on l'enlève parce qu'on peut s'en servir et que comme elles en produisent vraiment beaucoup, on peut en enlever un peu, la récupérer et elles en reproduiront de nouveau. Mais elles n'ont pas besoin qu'on l'enlève. Elles vont juste, une fois que le cadre, ce qu'on appelle un cadre, est rempli, je vous montrerai tout à l'heure, on en a en plus. Une fois qu'un cadre est rempli, elles vont pouvoir mettre le nectar, mettre le couvain, etc. Donc voilà, une fois qu'elles deviennent productrices de cire. Donc après, on appelle ça bâtisseuses. Après, elles vont avoir plusieurs rôles qui vont être un peu en même temps. Elles vont pouvoir être... Il y a un faux bourdon qui est passé là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Avec la combinaison, c'est un peu compliqué, il faut le dire. Et on ne veut pas trop s'approcher pour ne pas les déranger. Le gros qui est passé là, c'est un faux bourdon. On l'a vu. Il est plus gros. Voilà. Il est plus gros que l'abeille. Le faux bourdon, c'est le mâle des abeilles, donc on le repère. Il est plus foncé aussi. Il est plus foncé et plus gros. Voilà. Donc on était resté aux bâtisseuses. Voilà, du coup, une fois qu'elles ont fait leur petit travail de bâtisseuse, elles vont pouvoir faire deux choses. Elles vont garder la ruche
contre les prédateurs. Donc en fait, il y a des prédateurs extérieurs. Quels sont les prédateurs des abeilles? On va avoir le frelon asiatique, dont on a beaucoup entendu parler, qui est un peu un fléau aujourd'hui parce qu'il y a très peu de... Le frelon a très peu de prédateurs, lui. Donc le frelon, il va se mettre en vol statique devant la ruche et puis il va manger les abeilles. Qui se positionne devant il vole devant la planche d'envol, comme ça, il va voler et il va, donc ce qu'on appelle la planche d'envol, cette partie-là. Et donc il va se positionner un peu comme nous avec notre téléphone. Exactement, et il va attraper les abeilles et les manger. D'accord. Est-ce qu'elles en ont conscience? Est-ce qu'ils ont une moyen de se défendre? On voit pas mal d'éléments d'abeilles qui essayent justement de se faire en équipe pour lutter contre le frelon. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui décime des colonies entières, le frelon actuellement. Donc il y a le frelon qui est un prédateur. Après, il va y avoir tout ce qui est... les musaraignes, les petits rongeurs, en fait, des toutes petites souris, musaraignes qui vont essayer de rentrer pour manger, en fait, ou pour se réchauffer, pour rester au chaud. Mais ils mangent les œufs, ils mangent les abeilles? Alors, ils vont plutôt rester pour manger le miel, pour manger les réserves des abeilles. Donc ça, les abeilles, elles vont essayer de les empêcher de rentrer, ou s'ils sont quand même rentrés, elles vont l'embaumer, on va dire. Il y a des images de... Voilà, donc ça c'est les prédateurs un peu... et puis elles vont aussi, celles qui font la sécurité de la ruche, elles vont aussi essayer d'empêcher des abeilles qui ne seraient pas de la ruche de rentrer dans leur ruche. Donc ça c'est parce que du coup chaque abeille a des phéromones. Donc par exemple si vous vous faites piquer, l'abeille va justement émettre des phéromones pour dire à ses copines abeilles, il y a un prédateur, il faut faire quelque chose. Donc chaque ruche a son odeur, ses propres phéromones. Est-ce que le frelon est un animal qui chasse en meute, en groupe ou tout seul? Il chasse plutôt tout seul, le frelon. Il est plutôt, on ne va pas avoir une attaque de 15-20 frelons, on va plutôt avoir 2-3 frelons qui vont voler autour de Voilà, et chacun se... Il y a largement assez de nourriture pour tous les frelons. Et donc après avoir été un peu faire la sécurité, elles vont aussi ventiler la ruche. Donc il faut savoir qu'il y a une température qui doit rester la même dans la ruche, qui est d'à peu près 37-38 degrés. Ils font ça avec leurs ailes. Exactement, elles vont faire ça avec leurs ailes. Tout à l'heure, il y en avait une qui faisait... Alors celle-ci, elle est en train de... Donc elles se mettent, sous la planche d'envol, au niveau de la réaction. Et elles vont battre des ailes. C'est pour ça aussi que les abeilles, elles ont besoin d'eau. Parce que du coup, elles vont utiliser l'eau pour faire un système de ventilation-climatisation. Brumisation. On n'a rien inventé. Ouais. Donc elles vont utiliser l'eau, elles vont aller chercher de l'eau par capillarité dans le sol ou dans des petits abreuvoirs et elles vont après l'intégrer dans la ruche pour ventiler et réguler la température. Dans ce genre de ruche, on ne leur fournit pas un petit étang d'eau, non, elles se débrouillent toutes seules. Non, là ici ça va, il y a assez d'eau, mais c'est possible, c'est ce qu'on conseille aux gens de faire par exemple, s'ils veulent faire des choses pour les insectes pollinisateurs de manière générale, vous pouvez installer chez vous un petit abreuvoir à abeilles, c'est-à-dire un petit bol, une petite coupelle, vous mettez un peu d'eau et 2-3 bouchons, comme ça les abeilles peuvent se poser sur les bouchons et boire l'eau. Bouchons de liège. Des bouchons de liège, ouais, c'est ça. Elles boivent aussi la mousse. Je sais pas si des fois sur les fontaines, il y a des zones de mousse. Pas la mousse en tant que bière. La mousse, elles vont se poser sur la mousse pour boire l'eau par capillarité sur la mousse végétale. Et ici c'est bien pour ça justement. Ah oui, la mousse, oui, je vois. La mousse qui est imprégnée d'eau. Voilà, elles peuvent se poser et trouver de l'eau. Donc voilà, et donc après, une fois qu'elles ont fait tout ça, elles vont devenir butineuses et donc là elles vont quitter la ruche, s'envoler pour aller chercher des ressources. Et c'est ce qu'on voit là. Exactement. Mais si vous voulez, on peut aller voir une autre ruche, peut-être. Oui. Alors je vois qu'elles ont des formes différentes, c'est juste une question esthétique, c'est une question d'efficacité. Donc elles ont des formes différentes parce qu'il y a différents types de ruches. Donc vraiment il y a différents types de ruches. Alors après c'est des choix propres à l'apiculteur de décider de choisir une ruche plutôt qu'une autre. Et après les toits là, comme ça, ce qu'on appelle toit chalet, c'est vraiment une question d'esthétique. Voilà. Quand on les voit, effectivement c'est plus joli voir un toit chalet qu'un toit un peu carré métallique. C'est ça, c'est moins pratique parce que par exemple nous on écrit le suivi des ruches sur le toit.
Donc là, vous voyez sur celui-là, il y a écrit qu'il y a eu une visite le 2 juillet et que la hausse a été posée. La hausse, c'est la partie au-dessus de la ruche, cette partie-là. Et donc on pose une hausse parce que la ruche devient trop petite? Alors, on pose une hausse pour récolter le miel, en principe, et aussi parce que la ruche devient trop petite. Donc en fait... Donc on termine avec les abeilles d'abord. Oui, donc elle devient boutineuse. Ouais, voilà. Elle sort, elle s'envole, elle s'éclate, elle elles peut vont aller butiner jusqu'à dans les 3 fleurs. km autour 3 de la kilomètres. ruche. Donc elle va essayer de trouver une zone où il y a pas mal de ressources mellifères, donc c'est-à-dire des fleurs où il y a du nectar, c'est ça ce qu'on appelle mellifères. Et elles peuvent faire jusqu'à 3 km, elles vont prévenir leurs copines aussi, elles ont une technique de ce qu'on appelle la danse, c'est une danse qu'elles vont faire à l'intérieur de la ruche pour dire il y a une zone à butiner à 1,5 km vers le sud. En gros, voilà, elles se communiquent les informations et donc elles vont pouvoir aller butiner. Donc elles vont butiner en vrai jusqu'à épuisement. En fait, si ça vous arrive de voir des abeilles un peu essoufflées ou sur le sol qui ne volent plus trop, c'est que c'est normal, c'est la fin de leur vie. En fait, elles vont butiner jusqu'à ce qu'elles s'épuisent et ce sera leur fin de leur vie. Exactement, voilà. Donc c'est vraiment une vie... C'est le cycle de l'abeille. C'est une vie de travailleuse en fait, et leur objectif c'est vraiment de pouvoir faire des réserves de miel et ensuite de passer l'hiver avec ces réserves parce que l'hiver elles ne sortent pas de la ruche. Donc est-ce que c'est cloître dans la ruche? Est-ce qu'ils font une sorte qu'il n'y a personne non plus qui puisse rentrer? Parce que là on a vu la planche en vol. L'hiver elles vont vraiment se mettre en... Elles vont se rassembler, donc elles vont virer les mâles déjà. Qui ne sert plus à rien. Qui ne sert plus à rien, exactement. Donc l'hiver, il va y avoir beaucoup moins d'abeilles. On estime qu'il y a à peu près 30 000, 25 000 abeilles dans une ruche l'hiver. Donc oui, un tiers. Exactement. La reine va moins pondre. Mais elle pond quand même. Elle pond quand même, un petit peu, mais moins. Parce que du coup, il faut qu'il y ait des abeilles jusqu'à la fin de l'hiver. Donc il faut quand même qu'il y ait une ponte. Bah oui, 45 jours par abeille. Donc ça, il faut tous les mois et demi. C'est ça. Et après, elles vont se rassembler vraiment au cœur de la ruche. Pour se tenir chaud. Et en principe, elles ne vont pas sortir. Ah, pardon. Et en principe, elles ne vont pas sortir de la ruche de tout l'hiver. Voilà. Donc, les abeilles butinent, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire plaisir? Eh ben, vous pouvez planter des fleurs mellifères, mettre sur vos balcons. Alors, il y a plein de légumes et de fleurs mellifères, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, le radis est un légume mellifère qui fait des fleurs qui vont permettre de nourrir les abeilles, les carottes. En ce moment, il y a le fenouil. Les carottes, oui, on a du miel de carotte, ça existe. Donc, les fleurs de carottes vont permettre de nourrir les abeilles. En ce moment, c'est le fenouil, donc c'est pareil, c'est un légume qui va faire des fleurs qui vont permettre de nourrir les abeilles. Donc il n'y a pas que les tournesols, le colza ou la lavande qui permettent de nourrir les abeilles. L'idée, c'est de pouvoir vous renseigner auprès de votre jardinerie, d'un endroit où vous achetez vos fleurs et de savoir si elles sont bien mellifères. Et après, vous pouvez en planter sur votre balcon. Donc il y aura des abeilles qui viendront. Elles sont en principe pas du tout dangereuses, elles vont juste venir se nourrir tranquillement. Et il faut les laisser tranquilles. Et il faut les laisser tranquilles. Et en principe, il faut faire la différence aussi entre une abeille et une guêpe, parce que du coup, les guêpes se nourrissent de viande. Donc celles qui viennent sur votre jambon quand vous êtes en train de faire votre petit barbecue ou votre saucisse, ce ne sont pas des abeilles, ce sont des guêpes. Parce que les abeilles mangent uniquement du sucre, du miel. Donc elles vont avoir tendance peut-être, si vous buvez un petit sirop, que vous laissez le fond du sirop à venir. Ou un coulis de fraises. Ou un coulis de fraises, elles vont avoir tendance à venir. Mais en tout cas, les guêpes, c'est celles qui viennent sur vos barbecues l'été, etc. Donc voilà pour les abeilles. Donc on disait là qu'on avait rehaussé la ruche. Exactement. Donc pour vous expliquer, en fait à l'intérieur, donc ça c'est un corps de ruche. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des cadres, donc qui sont disposés de manière verticale. Ce qu'on voit quand l'apiculteur sort. Exactement. Et du coup, au centre, il va y avoir le cadre. Généralement, le cadre du milieu, c'est celui où il y a la reine. En tout cas, la reine est plutôt vers le milieu. Et du coup, ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire tous les œufs, exactement, va être plutôt au milieu. Et milieu vers le fond ou milieu vraiment, vraiment au centre comme ça. Si on imaginait une sphère dans un carré, ce serait vraiment le centre. On prendrait des diagonales des coins, au croisement, il y aurait la reine. C'est ça. Donc le couvain va être plus au milieu, plus au centre, et plus on va aller vers l'extérieur, plus ce sera des réserves de miel.
Et donc un apiculteur ne prend jamais les réserves du miel du corps de la ruche, c'est les réserves de miel de l'abeille. Donc l'apiculteur ne sort jamais ces cadres-là pour récupérer du miel. Il y a 2 cas différents là. Et du coup, on met ce qu'on appelle la hausse, et c'est là qu'on fait le lien avec comment on produit du miel. Donc on va mettre une deuxième partie, ce qu'on appelle la hausse, dans laquelle on va mettre des cadres, et on va mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, ici il y a une petite grille en métal, c'est ce qui est une grille à reine. Donc en fait, ça va empêcher que la reine monte dans cette partie-là, et donc elle ne va pas aller pondre ici. Elle va continuer à pondre dans son petit corps de ruche. Et donc par contre, les abeilles, elles vont pouvoir passer parce qu'elles sont plus petites. Et donc les abeilles, elles, comme elles ont un peu le syndrome du collectionneur et que quand elles n'aiment pas le vide, eh ben, elles vont continuer à emmagasiner du miel pour pouvoir combler ce vide qu'elles n'aiment pas. C'est une ruse dans la ruche. Exactement. Et donc c'est de cette partie-là qu'on prélève le miel et pas de cette partie-là. Voilà, donc là, on a mis une hausse parce que cette partie de la ruche était pleine. Donc on a mis une hausse et dans quelques temps, on ouvrira la ruche pour pouvoir voir s'il y a des réserves de miel. Et on met une hausse dans tous les ruches Alors on met une hausse, alors là il y en a une qu'ici, on va en rajouter une sur une autre ruche bientôt. On met une hausse quand on voit que elles ont déjà bien rempli le corps. La partie, voilà, si on rajoute une hausse alors que trop vite, du coup ça va. Parce que rajouter une hausse, ça diminue la température aussi, parce que forcément ça fait plus d'espace, donc il fait plus froid. Donc il vaut mieux attendre que la ruche soit bien pleine et que les cadres du corps soient bien pleins avant de rajouter une hausse. Peut-être aussi la saison qui C'est ça. Qui Alors avance. cette année, c'est pas une super saison. Non. On l'a vu, hein, on le voit tous. On est là. C'est pas une super saison pour les abeilles non plus. Il y a eu beaucoup des poussées très tardives des plantes, donc elles n'ont pas eu forcément beaucoup à manger. Elles ont fleuri très tard. Exactement. Du coup, cette année, on a très peu de miel. Après aussi, il faut savoir qu'ici, c'est des ruches pédagogiques qu'on ouvre assez régulièrement. Donc on n'a pas forcément pour objectif d'en faire des ruches qui vont produire du miel, mais plutôt de faire des ruches. Divulgation. Exactement, d'éducation aux citoyens et voilà. Donc on essaie de les ouvrir à peu près toutes les 2 semaines, pas plus, pour laisser les abeilles tranquilles quand même. Mais c'est des ruches pédagogiques plutôt que productrices de miel. La différence entre une ruche domestique et une abeille domestique et une abeille sauvage. Ouais. Et bah, du coup, les abeilles domestiques vont être en colonie. Donc elles vont se mettre ensemble pour vivre, pour évoluer dans leur vie. Alors qu'une abeille sauvage, alors la première chose à savoir, c'est qu'une abeille sauvage ne produit pas de miel. Que l'abeille domestique est la seule à produire du miel. Donc c'est l'abeille Apis mellifera qui est la seule à produire du miel et c'est pour ça qu'on l'a mise en ruche. Les hommes ne mettent pas l'abeille sauvage en ruche parce que de toute façon elle ne vivrait pas en ruche et en plus elle ne produit pas de miel. Et donc ça c'est la première différence. Et donc les abeilles sauvages principalement elles ne vivent pas en colonie où elles vont vivre à peut-être une dizaine d'abeilles mais pas plus. Il y a beaucoup d'abeilles sauvages qui vont vivre de manière solitaire. C'est pour ça qu'on dit souvent soit abeille solitaire soit abeille sauvage. C'est la grosse différence. Et donc il faut savoir qu'en France on a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Et il n'y en a qu'une qui est du coup l'abeille domestique, qui est l'abeille qui produit du miel. Et dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 10 000 types d'abeilles différents. D'accord. Voilà. Les deux pollinisent Oui, toutes les abeilles sauvages pollinisent, toutes les abeilles pollinisent. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes et que lors des ateliers, on en parle aussi. On parle aux citoyens de la protection des abeilles de manière générale et des pollinisateurs de manière générale. Parce que les abeilles domestiques, elles pollinisent, mais les abeilles sauvages aussi, les papillons, les bourdons, le vent. Donc elles produisent du miel. Oui, et elles pollinisent. Combien de types de miel différents on peut trouver? Alors, une multitude. Donc souvent, à Paris, on produit du miel toute fleur. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est un miel d'une espèce particulière parce qu'il y a beaucoup d'espèces végétales différentes à Paris. Quand vous avez du miel d'une seule espèce, par exemple du miel de lavande, qui est celui que connaissent beaucoup les gens, c'est parce qu'on estime qu'il y a 40% du miel qui est du miel uniquement de lavande.
Donc voilà, quand on dit lavande, c'est pas pure lavande, Non, ce mais sera on pas peut, pure lavande, voilà, mais on peut estime garantir que que du par coup, rapport peut-être à exactement. la localisation des C'est ruches ça. et au champ de lavande, ça. il y ça. a 40% minimum Exactement. de miel de lavande. miel de Pareil lavande. que pour le C'est miel ça. de forêt, des Exactement. châtaigniers, Exactement. Le le miel de miel un peu plus. sapin, le Voilà. miel de carotte, comme je disais tout Le miel à des l'heure. carottes, c'est une découverte Et voilà. aujourd'hui. Il y a du miel de litchi aussi, je ne savais pas avant. Ah. Voilà. Donc, bon, pas en France, mais ça existe, on peut faire du miel de litchi. Donc en fait, il y a autant de miel que de variétés de plantes, parce que même le miel toute fleur, vous allez avoir peut-être des miels toutes fleurs qui vont avoir plus de tilleul, mais ce sera du miel toute fleur parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc il y a vraiment une variété de miel très très importante en fonction de où sont placées les ruches et quel emplacement on va faire. Et pour faire du miel d'une seule espèce, souvent les apiculteurs vont avoir déplacé les ruches. Donc par exemple, ils vont les mettre dans un champ de lavande. Et puis ensuite, ils vont les mettre ailleurs, dans une forêt, etc., pour avoir un miel spécifique. D'ailleurs, je crois qu'ils font des contrats avec les agriculteurs pour pouvoir installer leurs ruches dans les champs à différentes périodes de l'année. Ça permet aussi de polliniser. Du coup, c'est un peu c'est leur grand travail, au-delà du produit miel, c'est polliniser. Exactement, c'est ça. Ça permet d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Les abeilles pollinisent et l'apiculteur pour produire du miel d'une espèce particulière. Est-ce que le miel qu'on sort de la partie haute de la réhausse de la ruche est exactement le même qu'on retrouve dans nos pots? Ou alors il y a un travail de la... Il n'y a rien, vous pourriez manger le miel directement de la sortie. Alors ce qu'on va faire, c'est que en fait, les abeilles, elles vont assécher le nectar, elles vont retirer l'eau en fait, du nectar de la fleur pour que ça fasse du miel. C'est ça qui fait... Il y a deux, pour être plus précise, il y a deux procédés. D'abord, elles vont se l'échanger. Donc la butineuse va aller chercher le nectar, elle va le ramener à la ruche et elle va le passer à une autre abeille. Elles vont faire un échange plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle la trophalaxie. Et c'est grâce à cet échange qu'on va commencer à transformer le nectar en miel via l'action des enzymes. Et après, elles vont stocker le nectar du coup, dans les alvéoles, elles vont l'assécher. Grâce aussi en étant ventileuse. Et ensuite, le miel va s'operculer. Du coup, il va y avoir une petite couche qui va fermer l'alvéole pour protéger le miel. Et donc, si vous voulez manger du miel de la ruche, la seule action à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une désoperculation, c'est-à-dire de couper la petite opercule et du coup là le miel va couler. C'est la seule. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de spatule plat qui est passé sur les alvéoles. C'est un grand couteau plat. Le même pour le chocolat, pour étendre le chocolat. Ouais, c'est possible. Je crois qu'ils ont la même forme. Et du coup on va couper l'opercule et du coup là le miel va couler. Et c'est la seule chose à faire. Après pour récupérer le miel, souvent il y a plusieurs techniques en fonction si les gens ont une ruche dans leur jardin, ils vont le faire comme ils feraient de la cuisine, donc ils vont le récupérer dans une casserole, etc. Après, on peut utiliser une centrifugeuse aussi. On place les quêtes dans un grand cylindre et on fait tourner très vite et donc ça écoule. Et avec la cire, on fait des bougies. Et avec la cire, on fait des bougies, on fait faire du savon aussi, avec les produits de la ruche. Des produits cosmétiques. Et oui, tout à fait. Ouais, il y a pas mal de produits parce que du coup, on a parlé de la gelée royale tout à l'heure, donc qui est la nourriture de la reine. On n'a pas trop parlé du pollen, mais du coup, en allant butiner, elles vont récupérer du pollen sur leurs petites pattes. Et donc le pollen, elles vont s'en servir aussi comme nourriture. Et donc le pollen est comestible, ça se mange, ça a des vertus énergisantes, etc. Et le dernier petit truc dont on n'a pas parlé, c'est la propolis. Vous avez sûrement peut-être déjà vu en pharmacie des produits de la propolis. Donc la propolis, c'est en fait elles vont aller butiner la sève de certains arbres, notamment des conifères, et elles vont la mélanger avec leurs enzymes à elles, et elles vont s'en servir comme antiseptique pour la ruche. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a rien inventé vraiment. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fermer tous les espaces, tous les interstices. Là on en voit un tout petit peu, si je pouvais ouvrir la ruche, la partie noire là qu'on voit, cette partie là, on voit un tout petit peu de noir sur la ruche, ici notamment aussi. Donc ça, en fait, elles vont fermer les interstices de la ruche pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre et qui fasse froid. Et elles vont désinfecter un peu l'entrée de la ruche. Si on leur met des nouveaux cadres, elles vont éventuellement aussi passer de la propolis pour éviter qu'il y ait des maladies. C'est des désinfectants naturels. Exactement. C'est pour ça qu'on en vend beaucoup en pharmacie.
de la propolis sous diverses formes pour Purifier, détox. c'est ça. Pour quand on est malade, on conseille de prendre de la propolis. Oui, quand on manque d'énergie, le Exactement. gelée royale et tout C'est ça. ça. Je crois qu'il y a une deuxième partie dans la ruche, qui est la partie basse. Ouais. Alors celle-ci, elle est un peu spécifique. C'est une technique de récupération du miel. C'est rare. Enfin, on n'a pas ça sur toutes nos ruches. En fait, ça sert. Alors moi, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, ça sert à faire couler le miel directement sans avoir à ouvrir la ruche. Mais cette partie basse, elle sert vraiment, sinon, juste comme celle-ci, par exemple, à avoir une ruche plus haute pour pas qu'elle soit collée au sol. Lors de la fabrication du miel, est-ce qu'il y a une espèce de, comment dire, de filtre pour éliminer des éventuels pesticides, éventuellement produits? Il ne va pas y avoir de filtre pour enlever les pesticides, il va y avoir des filtres, on va passer ça un peu au chinois pour enlever les petites impuretés, etc. Mais il n'y a pas de modification du miel. D'accord, ça passe pas dans le miel? Non. Des éventuels produits parce que j'ai une question à la part de Paulette, parce que ses parents ont des ruches dans des champs, donc les agriculteurs, des fois, ils utilisent des produits. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui sont faites pour essayer de voir si les pesticides, on retrouve des pesticides dans le miel. Alors les études c'est pas toujours évident parce qu'il faut réussir à prélever la bonne quantité de miel, etc. Donc, globalement, c'est vraiment, il n'y aura pas plus de pesticides dans votre miel que dans les pommes que vous mangez, etc. C'est vraiment ça peut être des résidus. Micro, donc exactement. Après, les pesticides, ça va être plus dangereux pour les abeilles elles-mêmes que pour vous, parce que si une abeille va butiner sur des fleurs... Donc quelque part, c'est elle-même qui sélectionne le pollen le plus sain. Alors, elles vont pas forcément sélectionner, et c'est pour ça qu'on a aussi des fois des abeilles qui vont mourir à cause de ça. Après, c'est toujours compliqué de prouver quelles sont les raisons de mortalité des colonies. Mais effectivement, elles vont butiner sur un champ de colza, par exemple, ou un champ ou des sapins qui ont été traités. Là, c'est elles qui vont être touchées par les pesticides. Et comme elles sont toutes petites, et que du coup c'est en quantité plus importante, là, il pourrait y avoir un risque pour les abeilles. En tout cas, il y a moins d'abeilles, donc il y a moins de miel, donc il y a moins de... On rappelle au passage que les pesticides sont interdits depuis très longtemps. C'est pour ça que les abeilles se portent très bien en ville. C'est pour ça aussi qu'on fait de la sensibilisation. Alors l'idée, c'est pas d'inciter l'apiculture urbaine plus que l'apiculture de campagne. Non, parce qu'il faut un équilibre entre abeilles domestiques, abeilles sauvages et tout. Exactement, mais comme tu le dis, il n'y a pas de pesticides. On est sur une politique... zéro phyto à Paris, et donc ça permet d'avoir des endroits où il y a zéro pesticide, donc zéro risque pour les abeilles, en tout cas sur les pesticides. Voilà, donc les premières victimes, ce sont les abeilles. Exactement, exactement. Voilà, on peut aller faire un petit tour des dernières ruches. Voilà, là aussi, on voit qu'il y a un passage. Donc là, il y en a un peu moins. On voit que celle-ci est très active. On voit que là, on va avoir moins d'abeilles qui rentrent et qui sortent que sur celle-là, qui était tout au bout, où on voit vraiment un peu plus d'activité. Et c'est peut-être pour ça que celle-là, on l'a rehaussée. Pas mis de hausse. Là, voilà, exactement. Celle-là, on voit qu'elle est très active, donc il doit y avoir beaucoup d'abeilles. Donc on a mis une hausse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abeilles et qu'il n'y a pas de souci. Celle-ci, on les laisse tranquilles faire leur petite vie et on verra si plus tard on rajoute une hausse. Super. Un grand merci Léa pour toutes ces explications. Beaucoup. Je rappelle que tu fais partie de l'association apiculteur.co. Vous faites des ateliers et des visites pédagogiques. Merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. Une agréable fin de journée. Merci, et à bientôt peut-être. Au revoir tout le monde.